80, donc ça vous donne à peu près l'âge que j'ai réellement. C'était les 205 GTI, mais je n'avais pas l'argent pour acheter une 205 GTI neuve, évidemment. Donc je me suis dit, je vais carrément partir sur autre chose. J'ai envie de trouver une voiture un peu rétro, un peu décalée. Pas acheter une Super 5 ou une 104 Peugeot, je voulais acheter un truc un peu plus décalé. Et donc je suis tombé en plein moison devant une petite voiture qui avait été un peu oubliée, qui était la 204 coupée, parce que je trouve qu'en coupée elle est très très élégante. Et j'ai tellement adoré cette voiture que bon, quand il a fallu que je la vende pour acheter la suivante, etc., comme font beaucoup de collectionneurs au début, et j'ai tellement adoré cette voiture que j'ai racheté la même 35 ans plus tard. Et j'ai fait 2 tours auto avec, et voilà, en essayant de respecter un petit peu l'esprit voiture française. Je fais principalement au tour auto quand je vais là-bas, j'essaie de toujours avoir des voitures françaises populaires, entre guillemets, parce que je trouve que c'est bien aussi de véhiculer le côté un petit peu cocorico, quoi. Donc, même si j'aime bien les Porsche, j'aime beaucoup de voitures autres, hein, j'aime beaucoup, Armel le sait, les voitures italiennes et tout ça, mais j'ai des goûts très éclectiques. Mais voilà, tant qu'à faire, j'essaie de aussi défendre un petit peu le côté patrimonial français. Alors ensuite, le virus de la collection s'est installé. Tu as, avec de nombreuses voitures populaires des années 60 qui vont prendre place dans ta collection, plus tard quelques véhicules atypiques, quelques motos. Alors, d'où te vient cette passion pour l'automobile? Tu penses quelles sont les racines? En fait, je ne sais pas bien, parce que dans ma famille proche, il n'y a personne. Donc je suis l'un petit canard de la famille, en fait. Ils n'ont d'ailleurs pas compris pourquoi je m'intéressais aux vieilles voitures. Parce que mon père s'en foutait complètement, mon frère aussi, et ma mère aussi, ma soeur aussi. Enfin bon, j'ai un cousin éloigné qui était, le mari d'une cousine de ma grand-mère qui était quelqu'un d'assez connu dans le milieu, puisqu'il était le rédacteur en chef de la revue Technique Automobile pendant 40 ans. Mais c'était un cousin éloigné à tous les sens du terme, parce qu'il n'habitait pas à Paris, donc j'allais le voir peut-être une fois ou deux par an. Quand j'étais petit, donc j'ai usé mes culottes courtes sur les banquettes de ces voitures, et c'est forcément là que j'ai dû choper ce virus. Et puis j'ai un point commun aussi, il faut que je le dise quand même, avec Elisabeth, parce que nous on se connaît depuis évidemment très très longtemps, à l'époque où elle travaillait chez un constructeur en région parisienne, et la passion du taxi anglais. Et évidemment, il y a un lien avec Elisabeth, puisqu'elle a importé, elle s'est occupée de ça, donc voilà, on a des souvenirs communs. Moi, le taxi anglais, évidemment, c'est un truc qui m'a toujours amusé, bien avant l'aventure de vintage mécanique où j'ai réussi à les glisser dedans, mais c'est bien plus ancien. À Noël, on avait fait le tour du marché de Noël, ouais. Sur les Champs-Élysées en taxi. Exact. Voilà. Pour faire une interview. On va donner toute notre vie intime, Elisabeth et moi. Donc, on a fait le salon du taxi porte de Versailles, où il était encore en vie à l'époque, le célèbre importateur des taxis de la génération d'avant, évidemment. Et voilà, les taxis anglais, c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est un véhicule un peu particulier, un peu atypique, très, très british par définition, qui a un look que les gens peuvent adorer ou détester, parce que ça a une gueule particulière, et puis surtout c'est un véhicule qui avait été développé vraiment pour faire du taxi. C'est des véhicules qui tournent. Il faut quand même rappeler que le taxi anglais tourne à un rayon de braquage qui est supérieur à celui d'une Smart. Alors c'est 3 fois plus gros, donc c'est un truc assez dingue. Et moi j'ai toujours été amoureux de ce véhicule, je trouve qu'il a ça véhicule. Alors tu en as combien dans ton garage? J'en ai 3. Voilà. Il y en a un qui ne marche pas, qui sert de source de pièces détachées, et puis un bleu marine qu'on voit dans l'émission de temps en temps, et un noir qu'on voit aussi dans l'émission de temps en temps. Le noir, tu le connais parce qu'en fait je l'ai depuis bien avant. Le marine, je l'ai acquis il y a pas, enfin oui, il y a déjà un petit moment, mais voilà. Donc voilà, c'est sûr. Ils ont tous la petite reine qui fait. Oui, c'est normal. C'est quel constructeur? Depuis, évidemment, j'ai acheté Charles III qui existe aussi. Alors, c'est pas les oreilles qui basculent, mais ça aurait pu. C'est important, la reine. Alors, poursuivons. Tu as passé une grande partie de ta carrière dans le journalisme automobile. Tu as commencé ta carrière en écrivant le magazine Échappement. Alors, non. Alors, là, je vais faire un. Mauvaise information. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as dû aller sur Wikipédia. Voilà. Et donc, Wikipédia a dû remplir ses cases avec l'intelligence artificielle. Donc, sur Wikipédia, ma date de naissance est fausse, ma ville de naissance est fausse.
mon CV est faux. Ce Excellent. qui paraît dans Wikipédia, j'ai appris que j'avais écrit un bouquin, une biographie de Jean Raliotti. C'est quelqu'un que j'adore profondément, mais je n'ai pas eu l'honneur d'écrire. Voilà, il donne 3-4 titres de presse écrite qui sont justement à peu près ceux pour qui j'ai pas travaillé. Auto plus, sport auto et rétroviseur. Non, rétroviseur c'est vrai, mais sport auto non, et échappement non plus. J'ai bossé pour Michel Honnel bien sûr, mais pas chez échappement. Donc comme quoi, méfiez-vous de Wikipédia, on dit n'importe quoi. Attention les enfants. Alors moi j'ai commencé au tout début pour le magazine Auto Rétro, qui n'appartenait pas encore au groupe La Vie de l'Auto. Et puis ensuite ça s'est envoyé rapidement, donc j'ai fait La Vie de l'Auto, Rétroviseur, Autopassion chez Michel Honnel, des titres qui d'ailleurs n'existent plus, Rétromania, Rétro Hebdo, enfin j'ai bossé pour pratiquement tout le monde. Et puis l'aventure de la télé a commencé un peu plus tard en 98. Donc ouais, il y a 10 ans d'écart, les 10 premières années c'est que de la presse écrite et des éditions, et 98 la télé, avec M6 bien sûr, Turbo, et puis j'ai bossé pareil, j'ai bossé un peu pour tout le monde, Turbo, AB Moteur, Fast Club, Direct Auto, et puis l'aventure Vintage commence en 2015, donc ça va faire 10 ans. Et comment tu vois l'évolution de la presse automobile aujourd'hui Moi qui suis à la base presse écrite et amoureux de l'écrit, c'est compliqué parce qu'évidemment la presse, on va pas se mentir, la presse elle est naufragée, donc c'est très très compliqué. Quand on voit les chiffres de vente aujourd'hui des magazines, quand on est amoureux du papier et de l'écrit, ça fait quand même très mal au cœur. Alors on bascule sur le digital certes, dans certains cas de figure. Ce qui est bien, c'est que la presse écrite spécialisée, elle sauve un petit peu sa mise parce que comme c'est du spécialisé, il y a des vrais fidèles, il y a un socle de lecteurs qui est très fidèle, plus que sur de la presse généraliste, mais c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même très compliqué. Les chiffres de vente aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans, pour beaucoup de titres, on peut en tirer un zéro, donc c'est pas rien. Donc moi oui, je me sens parfois un peu orphelin quand je vois des titres qui disparaissent ou des titres qui se retrouvent à la barre du tribunal de commerce pour un euro symbolique, ça me fait un peu mal ça me fait un peu mal. Mais bon. Et tu trouves qu'une place suffisamment grande est laissée à l'auto dans les médias aujourd'hui? Oui, mon opinion sur l'automobile actuelle, parce que vraiment, même si moi je suis catalogué patrimoine, je m'intéresse évidemment à l'actualité, puis j'en fais aussi de temps en temps à droite à gauche. Je pense que l'automobile est de toute manière très utile et très nécessaire, parce que pour des raisons purement pratiques, je ne parle même pas du côté passionnel, ça c'est du superflu, entre guillemets, du superflu positif. Et l'automobile, elle est absolument indispensable. Ce qui, moi, m'étonne toujours, c'est de voir une génération de gens qui sont anti-automobiles de façon assez brutale, pour ne pas dire autre chose, et qui oublient que leurs parents, leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents, ont pu se désenclaver, découvrir, voyager grâce à l'automobile, notamment après la Seconde Guerre mondiale, quand on peut dire que l'automobile devient entre guillemets populaire, et donc cracher sur quelque chose qui a permis aux gens de s'épanouir, de découvrir, de partager. Je trouve que dans le principe c'est assez brutal, donc je suis assez étonné de voir des gens qui, c'est souvent des urbains, c'est souvent des élites urbaines qui considèrent qu'effectivement l'automobile ça sert à rien, ça pollue et ça pue. C'est un peu simplifié et réducteur. Il n'y a qu'à voir effectivement quand on fait des manifestations de voitures, notamment anciennes, ou quand il y a des rallyes, des courses ou des épreuves qu'on connaît tous, là, il y a sur le bord de la route des tas de gens de toutes générations. Il y a le salon Rétromobile qui commence la semaine prochaine où il y aura évidemment, je pense, autour de 110 000 visiteurs en 5 jours. Et on constatera qu'il y a des enfants très petits qui viennent, qui découvrent. Et on passe peut-être pour des fossiles, mais je veux dire, quelque part, il y a aussi un étonnement et quelque chose qui plaît toujours dans l'œil des enfants, ce qui prouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à travailler là-dessus. Alors, moi je dis depuis longtemps, je pense qu'on va vraiment vers la séparation entre la voiture de tous les jours, qui est usuelle, fonctionnelle, moderne, techno, et puis le véhicule de loisir, de plaisir,
qui peut être évidemment une voiture ancienne essentiellement, mais pas que, ça peut être aussi les voitures actuelles, mais un peu sportives, un peu originales, un peu décalées. Donc je pense qu'il y a deux choses qui sont complémentaires. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la voiture, qui ne l'utilisent que de façon fonctionnelle, et très bien, pas de problème. Et puis ceux qui ont en plus une petite passion et qui, à côté de leur voiture de tous les jours, ont leur petite Madeleine de Proust, je sais pas quoi, à 403 du grand-père, etc. Et tant mieux, parce qu'on oublie aussi que ça fait quand même bosser beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'artisans en France. C'est ce qu'on fait nous dans les émissions comme Vintage et les autres, hein, parce que je ne suis pas tout seul évidemment. Ça met en lumière aussi des métiers du savoir-faire, des selliers, des carrossiers, des peintres, des métiers très particuliers qui pour certains sont en train de disparaître et c'est un vrai souci. Il y a les carburologues en France, ils sont plus que 2 ou 3. Les gars qui font les lames de ressort, je crois qu'il n'y en a plus qu'un. Donc c'est des métiers qui se perdent évidemment. Et pourtant, il y a un savoir-faire évident, il y a un artisanat de qualité. Alors comme dans tous les métiers, il y a des gens, effectivement, il y a aussi des gars qui s'installent, qui pensent qu'ils vont devenir le roi du pétrole, et puis ça ne marche pas. Il y a quelques filous, hein, comme dans tous les métiers. Mais globalement, c'est quand même, c'est des belles histoires en général. C'est vraiment bien, et quand on voit la manifestation qui peut avoir lieu n'importe où, sur des rassemblements, qui vont vraiment de la voiture la plus populaire. Aujourd'hui, moi j'ai un fils qui a 22 ans, qui vient de finir de restaurer sa Cox. Pourtant, c'est pas sa génération, la Cox. C'est plus la mienne, par définition. Et il est fou de sa Cox, il adore sa Cox. Et c'est vrai que la coccinelle, comme la 2 chevaux, comme la Fiat 500, comme le Steam Mini, c'est des voitures populaires qui ont une image ultra positive. Et c'est peut-être les seules voitures qui donnent la banane sur le bord de la route, y compris à ceux qui n'aiment pas les voitures. Donc là, il y a un truc rigolo, parce que bon, quand on passe avec une vieille Porsche, si on est face à quelqu'un qui sait ce que c'est, il apprécie. Si on est face à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, en général, il n'apprécie pas. Par contre, une Lush ou une Cox, en général, ça donne la banane, y compris aux écolos pur et dur. Voilà. Et sur Vintage Mécanique, alors c'est l'émission que tu animes sur RMC. Explique-nous un petit peu ce que tu veux. Elle est vraiment centrée sur la restauration des voitures anciennes. Quelles sont les valeurs que tu véhicules avec cette émission ? En fait, moi, cette émission, donc, ça va faire 10 ans. Donc j'ai un peu fait le tour de la question. Hein, en 10 ans, ça fait 140 épisodes. Sachant qu'on tourne, c'est pas du reportage, c'est vraiment tourné comme du documentaire. Donc c'est beaucoup plus long à tourner que du reportage. Il y a plusieurs semaines de montage par épisode, par exemple. Donc c'est 140 épisodes en 9 ans. C'est déjà pas mal. Et, non, ce qui est extra, c'est mettre en avant le métier. C'est effectivement intéresser un public beaucoup plus large que les passionnés, parce que le problème des chaînes de télé en France, pareil, hein, la télé c'est aussi un média qui est en train de descendre, hein, pour différentes raisons, parce qu'il y a basculement sur le digital et tout ça, qui est assez complémentaire, mais on a à l'évidence une manifestation de gens qui ne sont pas dans l'univers de la collection, qui aiment bien ça, mais qui n'osent pas y aller, qui se disent ça doit être compliqué, ça doit être très cher, on va se faire rouler, etc. Et donc l'intérêt des émissions comme celle-ci et les autres, c'est de montrer que la collection, elle commence avec une simple dedoche. Il n'y a pas besoin forcément, évidemment au début, quand on ne connaît pas, il faut pénétrer cet univers-là, et en fait on peut se faire très plaisir avec des voitures simples, des voitures populaires, des voitures pas chères. Même si ces voitures-là ont aussi pris un peu une cote, hein. À l'époque, on achetait une Dodge pour 500 francs, c'est fini, malheureusement. Mais bon, ça reste encore des choses abordables. Et puis ensuite, évidemment, si on peut, si on a les moyens, si on a l'envie, on peut aller jusqu'à l'intouchable. Je ne vais pas aller jusqu'au Ferrari 250 GTO, mais c'est des exceptions, mais on peut aller jusqu'à des choses formidables. Ensuite, ce qui est bien, c'est que ça permet de... Ce que je dis souvent, c'est que l'automobile ancienne, enfin, quand je dis l'automobile, c'est le vintage, c'est aussi les motos. Nous, on a fait des épisodes sur des engins agricoles, des tracteurs, des bateaux, des avions, sur plein de trucs. Et c'est drôle parce que c'est des univers assez parallèles. Je suis allé, par exemple, pour des événements moto. Je me dis, oh les gars, ils ne doivent pas trop me connaître là-dedans parce que je n'ai pas fait beaucoup d'épisodes moto. Ben non, on s'aperçoit qu'évidemment, les gars qui sont motards adorent les voitures. Ceux qui adorent les avions adorent aussi les motos, les voitures, les bateaux, les avions, les trains, les machins. Donc tout ça, c'est des univers complètement parallèles. Et ce qui, moi, me plaît beaucoup, c'est d'abord que dans les salons, notamment, ou dans
des événements, on rencontre beaucoup de gamins, de petits. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que ça prouve qu'il y a un renouvellement, et ça, c'est super important, parce que ce qui manque aujourd'hui dans l'univers de la voiture ancienne, c'est la transmission. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de copains qui sont dans des clubs, où ils sont entre eux, ils se marrent, ils rigolent, on fait des dîners, des machins, c'est super. Mais la moyenne d'âge, elle monte. Et oui, il y a des clubs où moi je me sens presque un bébé, quoi. Comme l'idée, quoi. Donc je leur dis, mais les gars, emmenez vos enfants, emmenez vos petits-enfants. Donnez-leur envie. Parce que c'est un des rares sujets qui est transgénérationnel, qui peut réunir dans une famille, sans qu'on s'engueule. Ça peut être un des sujets qui lie et qui rassemble les gens. Il n'y en a pas finalement tant que ça. Donc ça en fait partie. Et pareil, dans l'autre sens, ça peut aussi réunir, pour une passion commune, pour je sais pas quoi, une marque ou un modèle, ça peut réunir des gens qui sont de milieux différents, d'origines différentes, de pensées différentes, et qui vont se lier autour d'un thème commun, alors dans la vraie vie, ils ne seraient pas forcément fréquentés. Donc c'est génial, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets où ça se passe comme ça. Donc moi j'essaie d'être... de véhiculer, enfin avec mon équipe on essaie de véhiculer tout ça, et puis je pense qu'en 10 ans on a fait beaucoup d'épisodes dans beaucoup de types de véhicules différents, et ce qui est incroyable c'est que il y a, je sais pas, la première fois qu'on a fait un tracteur, j'avoue que c'était moi le fautif parce que c'est moi qui avais poussé, je m'étais dit bon, peut-être que le tracteur on va se prendre un mauvais score, et on a fait des scores exactement comme pour une voiture, une moto ou autre chose. Donc en fait, les gens sont vraiment passionnés par leur patrimoine. Ça, c'est un bon espoir pour le futur, parce que quand on voit l'état du marché automobile et de ce qui se profile à l'horizon... Qu'est-ce que tu penses du véhicule électrique, tiens, Joker? Alors moi, le véhicule électrique, je suis très clair là-dessus. Je ne suis pas bêtement complètement pour ou bêtement complètement contre. Je pense que l'avenir de l'automobile, il est comme le passé, il est pluriel. J'étais dans une réunion de gens très sachants au début de la semaine qui m'expliquaient quand même que de toute manière on n'aurait plus de réserve mondiale de cuivre à l'horizon 2027-2028. Donc si on n'a plus de cuivre, ça va être compliqué pour faire des voitures électriques. Donc quand d'un côté on nous dit oui, on va passer au tout électrique en 2035 en Europe, sachant qu'on n'aura plus de cuivre bien avant, j'ai pas fait une grande école, mais a priori ça va être compliqué. Donc non, il y a la discordance entre effectivement des décisions politiques et des réalités économiques qui collent pas. Enfin, donc, pour moi, l'avenir, il est évidemment pluriel entre du thermique qui aujourd'hui consomme peu, pollue peu, de l'électrique, de l'hybride, parce que ça reste quand même aussi une solution. Il y a les carburants de synthèse, il y a les biocarburants, il y a plein de trucs. Donc moi, je pense que l'avenir, il est mixte, et j'espère qu'on va faire marche arrière sur cette théorie de 2035 qui me semble non seulement complètement débile, mais en plus totalement irréaliste. On n'a pas la capacité nucléaire, on n'aura pas les métaux qu'il faut, et puis c'est pas forcément écologiquement très intéressant. On sait très bien que l'amortissement des véhicules électriques aujourd'hui, ça représente des très forts kilométrages que les gens ne feront pas. Ensuite, dans le domaine du VO, les gens ont peur d'acheter de l'électrique de classe pour des raisons évidentes. Donc tout ça, c'est bien gentil, c'est des décisions politiques prises par des gens incompétents. Et je suis désolé de le dire, je vais peut-être choquer certains, mais moi je suis cash en général. Donc voilà, ce qui m'empêche pas moi de rouler, je l'avoue, je roule en scooter électrique dans Paris depuis quelques mois, et je reconnais que c'est génial. Et ça s'arrête là. Le gars qui est en pleine cambrousse, qu'est-ce qu'il voulait qu'il achète une voiture électrique? Ça lui servira à rien. Ça n'a aucune utilité, aucun intérêt. Alors que maintenant, on fait des tas de véhicules thermiques qui sont avec des consommations et des pollutions proches de rien. Donc en fait, il faut, comme dans le passé, en fait, l'électrique n'a rien de nouveau. Je rappelle quand même que les premières voitures au 19e siècle, c'était notamment des voitures électriques. La première qui franchit les 100 km/h, c'était une voiture électrique. Voilà, donc l'électrique n'a rien de nouveau. C'est vrai que c'est super parce que ça a plein de côtés pratiques. C'est sûr que le métro parisien, s'il n'était pas électrique, s'il avait été à charbon, ça aurait été plus compliqué. Mais, donc bien sûr que c'est formidable pour faire l'application. Mais passer d'un extrême à l'autre et dire qu'il faut faire du 100% électrique, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, Stéphanie a une belle expérience pour faire Paris-Munich. Avec une voiture mobile, Voilà. j'ai fait faire le tour de France il y a 2 ans avec une voiture électrique. Elle a mis à peu près le même temps qu'à l'époque des calèches. Bon, voilà, quoi. On a maudit.
chat un chat. Non, je ne suis pas contre, mais je pense qu'il faut vraiment mesurer l'application en fonction des besoins, une fois de plus. Et je pense qu'ils décident en disant on va passer au tout électrique, c'est très gentil, mais ça ne concerne qu'une partie de la population. Et je ne parle même pas du prix et tout ça, parce que là, c'est encore un autre débat. Donc, mais il y a un vrai souci, et si aujourd'hui les constructeurs, que ce soit Stellantis ou le groupe Renault, recyclent, c'est le cas de le dire, des anciennes usines qui ne produisent plus pour faire de la rénovation, de la remise à niveau de VO récent, bah, c'est qu'on est dans un tournant. Voilà, il faut le prendre tel quel, on n'a pas le choix. Et ils savent très bien que la durée de vie, enfin l'âge moyen du parc augmente, que les ventes de voitures neuves baissent. Donc mathématiquement, à moins de se mettre des œillères, il faut s'adapter au futur. Et c'est aussi pour ça, justement, je pense que les gens sont très dans la nostalgie, et à côté du véhicule de déplacement individuel ou non, le côté Madeleine de Proust, avoir sa vieille moto de collection, sa vieille voiture de collection, bah, c'est le côté positif d'une période qui est plutôt un peu négative. Totalement. Alors je vous propose de poser quelques questions. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous savez si dans l'audience de Vintage Mécanique, si c'est une émission qui est regardée plutôt par des adultes ou justement par des adultes avec leurs enfants? Alors, vous avez des ouais, il y a des stats. Hein. Les chaînes de télé sont très obsédées par les statistiques, donc très accrochées à ça. Je ne peux pas leur reprocher parce que bon, il y a des auditeurs, il y a une émission, il n'y a plus d'auditeurs, il n'y a plus d'émission, donc c'est clair. Non, alors ce qui est assez surprenant et tant mieux, moi je m'en réjouis au contraire, c'est pas que des vieux messieurs qui regardent Vintage Mécanique. Non, il y a de tout. Alors évidemment, la majorité c'est plutôt les hommes, mais il y a des enfants, il y a des femmes, il y a de tout. Donc ça c'est formidable parce que justement le fait d'avoir fait un programme grand public, qui de toute manière, on va pas se mentir, hein, c'est la seule manière d'avoir une émission qui subsiste. Si on avait fait une émission de spécialistes, ça fait longtemps qu'on n'existerait plus. Parce que les chaînes de télé, si vous faites sur une chaîne de la TNT des émissions où on a 300, 400, 500 000 personnes, ça fonctionne. Si on a 100 ou 150, il y a une saison, pas deux. Donc on est obligé, mais ceci c'est très bien, parce que moi ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Je voulais pas faire une émission pour les spécialistes, parce qu'en plus c'est les plus casse-pieds en général, c'est ceux qui vont sur internet me dire non c'est pas ça, fallait dire qu'en 72 le carbu de 32 était changé par un carbu de 34, ce qui n'intéresse que 0,001% des téléspectateurs, et ces gens-là ont du mal à comprendre que même si moi à titre personnel je le sais, je pense que 99% des gens qui regardent, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est qu'on leur explique, qu'on leur montre, qu'éventuellement on leur donne quelques notions du prix, etc. Mais qu'on leur montre le savoir-faire et qu'on leur donne envie. Savoir si le carbu de 32 est échangé par le carbu de 34, on s'en fout, quoi. Enfin, donc, franchement, bon, donc c'est ça le problème. Mais ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, les émissions comme celle-ci et les autres, surtout sur une époque où on est quand même dans une époque autophobe, on va pas se mentir, c'est génial de dire qu'on a déjà 10 ans d'ancienneté, parce que RMC nous a publié les chiffres cette année. Alors nous, évidemment, RMC c'est une chaîne qui fait beaucoup de rediff, et puis ensuite il y a le digital qui prend le relais. Pour Vintage Mécanique, qui est quand même une émission de niche, je suis pas Michel Drucker, hein, donc voilà, on a quand même quasiment 20 millions de téléspectateurs sur l'année, donc c'est quand même pas mal. Parce que je sais qu'il y a 2 ans, en audience cumulée, alors je précise, hein, grâce au jeu des rediffusions, bien évidemment, hein, parce que les émissions d'actu, donc en fait il y a 2 sortes d'émissions à la télé en automobile, il y a des émissions d'actu, que sont Automoto sur TF1, Turbo sur M6, et puis il y a Air France, Vintage Mécanique et toutes ces émissions-là qui sont des fictions de divertissement rediffusées. Et si on fait du cumul d'audience, en fait, je crois en 2023, Vintage Mécanique était la première émission auto en France. Non, mais ça c'est pas numérique dans le sens où c'est grâce si Automoto et Turbo étaient rediffusés 5 fois par semaine, ils feraient forcément beaucoup mieux que nous. Et puis c'est pas le même créneau, c'est des émissions qui sont complémentaires. Mais ça prouve, ce qui est intéressant, c'est que ça prouve que ça intéresse les gens. Et moi je trouve que c'est plutôt sympa.
à une époque où on nous bassine toute la journée sur le fait que la voiture, les transports individuels, en fait le vrai problème c'est ça. Ça pose des problèmes à certains qu'on puisse avoir un individualisme dans le transport. Bon. Mais au moins, voilà, si les gens peuvent restaurer des voitures et se faire plaisir, tant mieux, parce que ça fait bosser des tables de branches, ça fait bosser des artisans, ça fait bosser des équipementiers, des fournisseurs, qui sont souvent les mêmes, bien sûr, pour la voiture moderne. Et donc, quelque part, tant mieux, c'est aussi un pan d'économie qui est loin d'être ridicule. Et quand on voit les chiffres, il y en a de plus en plus. Donc, voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis, on n'emmerde personne, entre guillemets, sauf ceux qui pensent qu'on pollue la planète en faisant 3 sorties par an. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que les voitures de collection, enfin les véhicules de collection représentent moins de 1% du parc total roulant, sauf que on roule tellement peu que ce chiffre de 1% passe à 0,00, parce qu'on fait des kilométrages ridicules. La FFVE a fait un sondage l'année dernière qui mettait à peu près à, je crois, un kilométrage moyen inférieur à 1000 km par an par véhicule, sachant qu'il y a beaucoup de collectionneurs comme moi qui ont 5-6 véhicules, dont certains ne sortent jamais. Donc entre 2 contrôles techniques, en général, on fait 0 km. Donc si on fait 0 km, on ne pollue pas, a priori. Donc pour moi, c'est un faux débat. Enfin, quand on voit la traversée de Paris ou d'autres endroits, où les gens sortent des voitures qui vont aller sortir très objectivement 3-4 fois dans l'année, une voiture qui est un peu polluante, certes, et qui va parcourir quelques dizaines de kilomètres, franchement, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire, je crois, sur Arte la semaine dernière, sur les super tankers qui traversent les océans. Bon. Alors on peut toujours se dire, moi c'est pas grave parce qu'il y a pire, bon, bien sûr. Enfin bon, quand on sait que les 50 plus gros tankers qui naviguent sur les océans consomment plus que la totalité du parc automobile mondial, on rigole quoi. Et en plus c'est du pétrole non raffiné, donc c'est vraiment super dégueulasse. Donc non, tout ça c'est des faux débats. C'est des faux débats. En plus, il faut juste se rappeler qu'il n'y a que l'Europe qui se tire une balle dans le pied avec son histoire de voiture électrique, parce que à part l'Europe et la Californie, le reste du monde s'en fiche, ce qui n'est pas bien, je n'approuve pas, parce que on devrait tous être écolo dans notre tête, mais ça commence par les gestes de tous les jours. Ça commence par ne pas balancer les trucs par la fenêtre, tous les trucs qu'on voit, moi qui me scotche, quand je vois les gens qui balancent des trucs par les fenêtres, je me dis où est-ce qu'on vit quoi. Mais ça commence par des choses comme ça, fermer les robinets, quand il fait trop chaud, on baisse le radiateur au lieu d'ouvrir la fenêtre. Je sais pas, c'est des choses le bon sens quoi. Exactement comme quand on voit des gens qui aujourd'hui traversent et qui ne regardent même plus en traversant et qui vous engueulent parce qu'ils disent qu'ils ont priorité. Oui, le jour où tu passes sous un camion, t'es mort quoi. Tu avais la priorité, mais ça fait une belle jambe quoi. À un moment donné. Voilà. D'autres questions ? Est-ce que tu penses que les voitures électriques ont vocation à devenir une voiture de collection? Alors, vu ce que j'ai pris dans la figure dans les 2-3 épisodes que j'ai consacrés au rétrofit, je ne suis pas persuadé. Non, évidemment qu'il y a des véhicules de collection qui peuvent être électriques. On a fait un camion Sovel de 1941 qui évidemment était historiquement intéressant parce que c'est l'époque où pendant la guerre il n'y a plus de carburant. Donc certains constructeurs, dont des constructeurs lyonnais justement, avaient fait des camions électriques qui existaient déjà avant. Je rappelle qu'il y a des tas de véhicules, notamment d'usage urbain, type camion poubelle, etc., qui existaient depuis les années 1920, donc il y a plus d'un siècle, qui étaient déjà des véhicules électriques. Alors on n'a pas fait beaucoup de progrès sur les moteurs, parce qu'un moteur électrique c'est pas très compliqué. Là où on a fait des progrès, bien sûr, c'est sur les batteries, les accus. Mais donc oui, il y a quelques exceptions, mais je pense que globalement, est-ce que le Zoé sera un véhicule de collection je ne suis pas persuadé. Encore que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en général, quand on commence dans la collection, on commence par les véhicules de son enfance. C'est le réflexe habituel et logique. Donc un gamin qui a aujourd'hui 15 ans, pour lui, peut-être que dans quelques années, une Zoé sera une voiture de collection. Pourquoi pas, je veux dire, moi je l'ai vécu quand j'ai déboulé à l'aventure Peugeot à la fin des années 80 en disant je veux monter un club sur les 204. Mes pères m'ont regardé comme si j'étais... ils me disent mais on n'a rien à faire de tes voitures de case, je vais jouer ailleurs quoi.
Donc j'ai été très mal reçu la première fois, ils m'ont vraiment accueilli comme si je les offensais en leur disant bah, moi je collectionne les 204. Donc je leur ai dit mais les gars, quand vous aviez mon âge, vous avez collectionné des 203, donc c'est pareil. Et puis là il y en a qui ont dit oui, c'est pas faux. Et ça démarre comme ça, donc pourquoi pas, je sais pas. Je pense que de toute manière, ce qui met un frein de toute manière pour beaucoup de jeunes, c'est le passage au tout électronique. Donc les voitures, je dirais jusqu'aux années 80-90, après ça devient souvent très compliqué. Donc il y a beaucoup de jeunes, et je les trouve très courageux d'ailleurs, qui collectionnent les voitures des années 2000, sur lesquelles, quand ça tombe en panne, c'est pas un carburateur à déboucher, quoi. C'est un peu plus compliqué. Donc il y a forcément des véhicules actuels ou récents qui sont collectionnables et qui sont collectors, parce qu'il y a toujours des véhicules un peu rares, un peu sympas, un peu décalés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent dans la collection puis qui percutent que aller jusqu'à une 205 GTI ça va parce que c'est une voiture qui est encore légère, vive, rigolote, qui a une belle image, pas d'électronique. Sur les voitures beaucoup plus récentes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'il y aura de freins partiels pour les voitures, je dirais, juste à la fin du siècle dernier, quoi. Voilà. D'autres questions? Dans les émissions, il y a beaucoup de véhicules, pour moi, un peu modernes. En fait, la niche des ancêtres et tout notre patrimoine historique, ça n'a pas d'audience finalement pour ne pas les voir sur les écrans. Alors, on est entre nous, donc je vais dire ce que je pense. Les chaînes de télé, mais c'est pas... Enfin, moi, j'adore les gens des RMC, parce que c'est quand même eux qui me nourrissent depuis quelques années. Le problème, c'est que effectivement, en ce moment, ils sont pris un petit peu par le jeunisme, et donc ils sont un peu obsédés par le renouvellement des cibles, comme ils disent. Et donc, moi, j'ai toujours fait du Young Timer dans l'émission depuis le début. Je trouve normal de faire 1 ou 2 épisodes par saison. Là, il semblerait qu'ils veulent accélérer le mouvement parce qu'ils veulent récupérer des mômes de 25 ans. J'ai beau leur expliquer que les mômes de 25 ans ne regardent pas la télé, j'ai du mal à comprendre. Mais moi, j'ai un fils qui a 22 ans qui n'a pas de poste de télé chez lui. Et il a un écran, un vidéoprojecteur, il regarde plein de trucs, mais il n'a pas la télé comme nous on la connaît, quoi. Et donc, moi je suis un peu sceptique sur le futur, parce que les chaînes sont très accros de ça, ils sont accros des youtubeurs et compagnie, il faut que la télé s'adapte à YouTube, alors que c'est une théorie un peu bizarre pour moi, je trouve ça étonnant, parce que c'est deux médias qui sont différents, qui sont parallèles, et je vois pas l'intérêt que l'une copie l'autre, au contraire. Donc j'avoue que je commence peut-être à passer du vieux con, hein, c'est possible. Des fois, quand je suis à des réunions avec les gens des chaînes, je me dis, mais les gars, je pense que vous faites fausse route. Là. Bon, et je suis peut-être devenu un vieux con. C'est ce qu'ils pensent. Donc voilà. Non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est assez surprenant parce que risquer de perdre un socle de clientèle fidèle pour ne pas récupérer des jeunes qui ne s'intéressent plus à la télé qu'elle est actuellement, je trouve ça très risqué. Et c'est une tendance générale sur la chaîne. Hein. Il n'y a pas que dans le domaine de la voiture, il y a dans tous les domaines. On voit de plus en plus de jeunes attirés justement par les avant-guerres parce que c'est beaucoup plus simple à réparer. C'est pour ça que nous, dans l'émission, on essaie de véhiculer le côté, une fois que vous êtes rentré dans la collection, n'ayez pas peur, parce qu'au contraire, en fait, plus les voitures sont vieilles, plus elles sont simples. C'est aussi simple que ça. Et justement, les avant-guerres, on a un vrai souci sur les avant-guerres. Alors oui, évidemment, c'est pas des voitures qui roulent de façon où on peut emmener une petite copine pour aller faire un week-end. C'est différent, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est vrai que c'est une manière différente. Alors, toute la bande des copains, la Thierry Dubois et tous les gens qui prônent le retour au national, et moi j'en fais partie, Igor Bietri, tous ces gens-là, évidemment, qui sont tous des copains, on a tous la même génération. C'est vrai que pousser les gens à reprendre la route autrement, en prenant son temps, quelque part c'est génial. Et pour ça, les avant-guerres, ça peut être vachement bien. Mais les gens, aujourd'hui, ont peur des avant-guerres parce qu'ils pensent que c'est compliqué, que c'est très cher, etc.
Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup d'avant-guerre qui ne trouvent plus preneur. Donc ça, c'est vrai que c'est un souci, parce que il ne faut pas que ce soit des voitures qui dorment dans des musées avec les pneus qui se dégonflent, quoi. Même si, heureusement, il y a des tas de musées qui sont des musées vivants, qui sortent les voitures, qui les font rouler, qui font des tas d'événements. Et c'est vrai que c'est un peu le côté compliqué sur les musées. Et puis bon, on va pas se mentir non plus, il y a des constructeurs qui font des efforts sur leur patrimoine. Il y a ceux qui ont clairement compris que c'était aussi en vantant le passé qu'on pouvait consolider une image de marque. Il y a ceux qui n'ont rien compris, bon, ça arrive toujours. Hein. Et puis quand on voit effectivement des marques chinoises qui rachètent des marques européennes, et Elisabeth en sait quelque chose, et qui arrive à occuper le stand central du hall numéro 1 du parc des expos de la porte de Versailles à Rétromobile, parce que Stellantis a décidé de ne pas venir. Et qui sponsorise le club des jeunes. Voilà. Je dis pas de mal de Stellantis, hein, parce que moi j'étais président d'un club Peugeot pendant un quart de siècle, donc je connais la question, mais voilà, c'est sûr que oui, les constructeurs chinois notamment qui rachètent des marques européennes, ils rachètent le patrimoine qui va avec, et eux, ils ont compris. Donc nous, il y a 2 constructeurs avec qui on a fait, et j'ai pas honte de le dire, au contraire, hein, moi j'en suis même plutôt content. Il y a 2 constructeurs qui ont compris parfaitement l'intérêt qu'une édition comme Vintage pouvait leur procurer. Il y a une marque française qui s'appelle Renault, et puis il y a une marque chinoise qui s'appelle LG. Donc c'est les 2 marques avec qui on a fait des épisodes en parfaite harmonie, parce qu'ils ont compris l'intérêt mutuel, et tant mieux. Moi, le fait que les capitaux soient chinois, oui, sentimentalement ça me fait un peu mal, mais je veux dire, dans l'absolu, s'ils ont compris l'intérêt pour eux d'avoir une marque et de travailler son patrimoine, alors qu'il y a des tas de marques européennes qui ne le font pas, voilà, c'est un état de fait, quoi. Donc, heureusement, le maire est sauf, Renault était là. Mais bon, j'adorerais le faire avec toutes les marques que vous imaginez. Mais c'est des gens chez qui il n'y a pas encore forcément, ça n'a pas encore forcément percuté, quoi. Ça va bien. J'espère. Avant que je sois à l'EHPAD. Oui, bonsoir François. Juste un avis sur la néo-rétro que l'on connaît depuis une quinzaine d'années, ça avec la coccinelle et puis des autres véhicules que tu connais bien. Qu'en penses-tu? Moi, je suis pour. Ensuite, ce qui est le facteur déterminant, c'est que sur certains véhicules de collection, il y a des pièces qu'on trouve vraiment facilement. Donc en fait, ce qu'on essaie de véhiculer aussi pour les gens qui rentrent dans notre univers et qui élargissent le cercle, et tant mieux pour tous, c'est qu'il y a des voitures sur lesquelles on trouve vraiment des tas de choses, voire presque tout. Alors c'est souvent des voitures populaires, il y a des voitures comme l'Austin Mini, la Fiat 500, la Cox, la 2 chevaux, la Méhari, où en fait quasiment tout est disponible. Il y a beaucoup de voitures allemandes et de voitures anglaises sur lesquelles beaucoup de choses sont disponibles, et pas que des voitures populaires. Parce que les Anglais avaient quand même compris avant nous l'intérêt de la banque d'organes commune. Donc des choses aussi stupides que des feux arrière ou des clignotants ou des rétroviseurs qui sont les mêmes sur 35 modèles différents à travers 5 marques, c'est des choses qu'on n'a pas fait en France à l'époque. Donc les collectionneurs du coup sont hyper contents parce que pour eux ça leur simplifie la vie. Et puis il y a des marques sur lesquelles il n'y a rien. Donc là c'est pas une question de voiture chère ou pas chère. C'est que certaines marques ont performé là-dessus, ont compris qu'il fallait continuer à approvisionner, d'autres s'en fichent. Et ensuite, dans la seconde vie des voitures en tant que voiture de collection, il y a des voitures qui sont suffisamment nombreuses ou suffisamment collectionnées pour que des industriels relancent des fabrications de pièces et se trouvent dans des cas bizarres d'avoir des voitures un petit peu chères, un petit peu rares, sur lesquelles on trouve beaucoup de choses, des voitures parfois beaucoup plus populaires et pourtant encore répandues, sur lesquelles il n'y a plus rien. C'est une vraie situation aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas inquiet pour l'avenir de la collection. C'est-à-dire que dans mes petits camarades, il y en a qui sont un peu affolés. Je pense que c'est une vraie passion française notamment. Donc tant qu'on peut nous laisser rouler, je ne suis pas inquiet. Le seul truc, évidemment, le seul risque, c'est qu'on nous empêche de rouler.
Ce que je raconte tout le temps aux gens, parce qu'il y a des tas de gens aussi qui, du coup, prennent les dérogations pour acquis. Les dérogations que certains maires dans les ZFE accordent aux voitures qui sont en catégorie voiture de collection, donc une carte grise qui a été modifiée spécialement et qui a le droit à l'appellation véhicule de collection parce que le véhicule a plus de 30 ans. Une dérogation, c'est pas une loi. Une dérogation, ça peut sauter. Madame Hidalgo, quand elle va quitter la mairie de Paris, elle peut décider pour le plaisir, enfin le sien, de supprimer cette dérogation du jour au lendemain. Comme elle peut aussi décider, juste avant de partir, de faire payer les véhicules électriques. Voilà, tout peut arriver. C'est des choses qui peuvent se faire ou se défaire en très peu de temps. Une loi, c'est vrai que c'est plus compliqué. Bon. Mais ensuite, les maires, sachant que toutes les grandes villes de France sont passées aux mains de maires écologistes, on va pas se mentir, font ce qu'ils veulent. Une dérogation, un soir ils se couchent, ils sont de mauvaise humeur, le lendemain matin, la dérogation c'est fini, quoi. Donc ça peut sauter du jour au lendemain. Donc il faut aussi faire attention aux collectionneurs qui croient que c'est acquis. Non, c'est pas acquis. Ça peut sauter du jour au lendemain. Donc il y a aussi, on essaye dans l'univers de la collection je vais pas dire d'éduquer les gens, c'est pas le bon terme, mais de leur rappeler qu'on a aussi un comportement collectif à avoir. Et puis, comme dans d'autres domaines, il suffit de 3% de crétins pour handicaper les 97% de gens raisonnables. Donc, nous, on avait, avec toute une bande de copains, on avait institué un rendez-vous sympa tous les dimanches matins, place Vauban à Paris, qu'on a créé en 2013 ou 2014. Et puis ça s'est super bien passé pendant 7-8 ans. Et puis au moment du Covid, il y a des petits crétins qui sont venus faire crisser les pneus et ouvrir les moteurs. Et puis ce qui devait arriver est arrivé. Donc la manifestation, elle n'existe plus à cause de 3% d'abrutis. Voilà. Parce que le côté individualiste prime sur l'intérêt général, comme dans beaucoup de secteurs. Et ils avaient envie de montrer leur voiture et de faire les crétins avec. Et donc la manif, elle n'existe plus à cause d'une toute petite proportion d'andouilles. Voilà. Une ou deux dernières questions. Je voudrais qu'on parle mixité quand même. Ah oui, on va parler mixité. On va parler mixité. Je voudrais savoir ce que Oui, parce qu'en plus, comme Stéphanie est gentiment venue faire une interview, le titre de l'interview est trompeur. Donc il faut que je m'explique avant de prendre des tomates dans la figure. C'est quoi le titre? J'ai une question sur la presse. Donc, moi, je vois quand même une tendance à la presse de manière générale, mais si on va aussi vers ce que les Anglais appellent les coffee table books, où c'est les MOOC, c'est des beaux magazines, mais entre le livre et le magazine. Est-ce que je pense à Autohero, si on... Ouais. En fait, moi, évidemment, venant de la presse écrite, ayant fait aussi pas mal d'éditions, moi, je suis pour la disparition pure et dure du papier. Moi, je fais partie comme une partie d'entre vous, évidemment, de cette génération qui aime le tactile, qui aime sortir un beau magazine ou un beau bouquin d'une bibliothèque, se poser 5 minutes dans un canapé, bouquiner. C'est sûr que mes propres enfants, c'est une notion qui leur paraît un peu vague, mais j'ai plus de temps en temps à essayer de se dire, posez-vous 5 minutes, regardez un bouquin, les belles photos, les beaux trucs. C'est sympa aussi. Alors évidemment, aujourd'hui on a des écrans HD formidables, dans le monde entier en restant dans son canapé, mais le tactile, le bouquin, l'écriture. Et en plus, on a eu la chance d'avoir quand même beaucoup de journalistes et d'auteurs, notamment dans la partie automobile, qui ont des plumes, qui ont des talents, qui racontent des histoires, parce qu'en fait c'est ça que les gens aiment. Et nous, dans l'émission, on constate les émissions où on a plus raconté une histoire que dans d'autres, il y a un truc qui se crée, évidemment. Et tant mieux, c'est bon signe quand même, malgré tout, pour l'avenir. Donc moi, évidemment, je suis pas très objectif là-dessus, puisque je suis un amoureux à la base du papier, qu'il soit sous forme de magazine ou de bouquin, bien sûr. Et des belles photos. Je remonte sur la scène, j'ai retrouvé ma voix. Effectivement, je voudrais avoir un peu un retour sur ta vision de la mixité et pourquoi tu penses que le trophée de la femme de l'année ne doit plus exister. Parce que
tel que Stéphanie a présenté le titre de son interview, ça prête à confusion. Donc, quand ma femme a vu ça, elle m'a dit, mais t'es vraiment un gros con. Alors, je lui ai dit, ma chérie, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'en fait, il manque la suite de la phrase. Donc, j'ai dit dans l'interview de Stéphanie, que moi, mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus de trophée de la femme de l'année, comme il ne devrait plus y avoir de trophée de l'homme de l'année, parce que l'idéal, ce serait qu'il y ait le trophée de la personnalité de l'année. Tout simplement. Alors, évidemment, pour l'instant, on n'est pas encore au quart de la mixité dans la filière automobile, mais objectivement, voilà, moi, c'est vrai que quand je vois l'émission de l'homme de l'année ou de la femme de l'année, vivement qu'on puisse faire la personnalité de l'année. Voilà. C'est vrai que nous, chez Web, on s'est engagé le jour où ce sera l'élection de la personnalité de l'année à arrêter, c'est notre but. Hein. Oui, bien sûr. Après, il faudrait être sûr qu'une femme soit élue et continue à être élue. Donc voilà. Ça, c'est pas encore gagné. Ça, en fait, c'est vraiment ça la vraie question. Parce que bien sûr, si c'est pour que ce soit que des beaux hommes perpétuellement, oui, il faut quand même que de temps en temps, il y ait une femme de l'année. Et je pense qu'aujourd'hui, et moi, effectivement, depuis que les ailes de l'auto ont été créées en 2008, il y a quand même, il y a une évolution. Alors oui, il y a encore plein d'endroits où il n'y a pas assez de femmes dans l'auto, mais on ne devrait même pas se poser la question de savoir si c'est une femme ou si c'est un homme. On va dire c'est quelqu'un qui a envie de cet emploi ou pas, qui a les compétences ou pas pour cet emploi. Le combat, il est gagné le jour où on ne se pose plus la question du sexe. C'est ça qui est vraiment important. Il y a des tas de choses où ça progresse. Là, moi, je suis pas mal au Garac ces jours-ci parce que c'est des gens que j'aime beaucoup et puis parce qu'on a fait des émissions ensemble. Le Garac, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est l'école qui est à Argenteuil, qui au lieu d'autres écoles, hein, c'est pas la seule école de France, mais c'est une école qui prépare vraiment à tous les métiers de l'automobile, CAP, BEP, bac technique, BTS, recyclage, réorientation professionnelle plus active. Et ce qui est formidable, c'est que le directeur de l'école, que je connais bien évidemment, m'a dit, lui, il est arrivé en poste il y a une dizaine d'années. Quand il est arrivé, il y avait 700 élèves. Aujourd'hui, il y en a 1500. Et notamment dans ce qui a été réouvert il n'y a pas très longtemps, donc il a axé justement sur le véhicule ancien, ce qui est aussi bon signe. Ça veut dire que les gens s'intéressent à ça et les jeunes s'intéressent à ça. Et il est passé, alors là par contre, c'est vrai que pour l'instant c'est très très faible. Sur 1500 élèves, il y a 70 filles. C'est très très peu. Mais ça aussi, ça a doublé, parce que quand il est arrivé en poste, il y avait 25 filles. Aujourd'hui, il y en a 70. Alors, par rapport aux 1500, on est d'accord, c'est loin de ce qu'on espère, mais c'est bien, c'est un progrès. Et puis là, c'est des métiers manuels, hein, donc la proportion elle est plus faible que dans d'autres branches. Mais c'est bien que ça bouge et que ça avance, et que les jeunes qui arrivent dans des écoles de formation comme ça s'intéressent d'abord, à l'automobile, et notamment au patrimoine, parce qu'il y a quand même cette vraie question qui se pose depuis quelques années chez les restaurateurs, qui ne savent pas à qui transmettre, parce qu'ils n'avaient pas de jeunes qui transmettre. Donc il y a des ateliers qui ont fermé ces dernières années parce qu'il n'y avait pas de repreneurs. Là, il y a des gens qui aujourd'hui ont de l'espoir parce que depuis, je crois que ça fait 6 ans, donc depuis 6 ans, il y a à nouveau des diplômes homologués, diplômes d'État, sur carrosserie et mécanique véhicules anciens. Donc ça, c'est pas que au Garac, hein, c'est dans différents CFA aussi en France. Donc ça, c'est bon signe. Et puis il y a tout bien cet éternel problème qu'on a tous connu, qui était d'avoir pendant tellement longtemps dévalorisé les métiers manuels. Et moi, je me souviens, quand j'étais au collège, c'était pas bon, tiens, en CAP. Voilà, on a détourné des générations entières de métiers manuels pour faire des études supérieures où il n'y avait souvent pas de débouchés. Voilà, moi j'ai un de mes fils qui a passé son bac à 18 ans. De 18 à 21 ans, il ne savait pas quoi faire, il a glandé. Et puis à 21 ans, il est allé passer un CAP de mécanique en candidat libre. Donc ils m'ont regardé venir un peu surpris, mais t'as un bac, qu'est-ce que tu fous là, etc. Et maintenant qu'il a son CAP de mécanique, il s'éclate. Voilà. Donc c'est la preuve qu'il faut vraiment arrêter de dévaloriser les métiers manuels, parce qu'il y a des mômes qui sont faits pour ça, et qui s'éclateront dans des métiers manuels, et c'est pas en leur faisant faire une école de commerce où il n'y aura pas de boulot derrière qu'on va les épanouir. Donc voilà, c'est comme pour l'automobile, c'est pluriel. Il faut de tout. il faut parfois c'est les parents qu'il faut convaincre.
Oui, bien sûr, bien sûr. François, en conclusion, parce qu'on pourrait t'écouter toute la soirée, et puis de toute façon, après, on va pouvoir échanger avec toi autour du cocktail. En un mot, que dirais-tu aux femmes qui hésitent à venir dans la filière automobile? Un message clair et net. Et tu regardes Stéphanie, ça sera sur les réseaux sociaux dès ce soir. Et bien, ma chère Stéphanie, ça ne change pas. C'est ce qu'ont dit toutes les femmes qui ont été interviewées dans Trajectoire. Bien sûr qu'il faut venir dans la filière automobile. C'est une filière où il se passe plein de choses passionnantes. Et donc, il ne devrait même pas y avoir la question de se poser si on est un homme ou on est une femme. Si on a vocation à venir là parce qu'il s'y passe plein de choses, il faut venir. Point. Bravo pour ce moment de la fin. Merci François.